Selon les données les plus récentes, 265 millions d'Africains souffrent de la malnutrition. Plus de 70% des ménages pauvres vivent dans les zones rurales, alors que les politiques de sécurité alimentaire sont souvent orientées vers la production des cultures de rente ou d'exportation au lieu de la promotion des innovations et des stratégies paysannes. Le Tchad compte 39 millions d'hectares de terres cultivables, soit 30% du territoire national. Pourtant, seulement 2,2 millions d'hectares sont cultivés, soit 5,6% de terres exploitées. Le pays présente de grandes potentialités en matière d'agriculture. Ces potentialités offrent des opportunités telles que la transformation agroalimentaire grâce à des usines, relève l'Agence nationale des investissements des exportations, en abrégé ANI. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Dr Alarangay Moundibaye. Il est expert en développement rural. Docteur, quelle est la situation de la sécurité alimentaire au Tchad? Merci pour l'invitation. Avant de répondre à cette question, il faudrait qu'on comprenne ce que c'est, ce qu'on entend par la sécurité alimentaire. Exact. Donc la sécurité alimentaire peut se résumer en une situation dans laquelle où la population a de quoi manger. Donc les aliments sont à la disposition de n'importe quel habitant donc de la population, en ce sens que il n'y ait pas de famine. Voilà un peu de manière ramassée ou bien terre à terre pour un peu définir la situation, la sécurité alimentaire. Maintenant, pour essayer de revenir à votre question, pour aborder la problématique, cette problématique chez nous au Tchad, je crois qu'il faudrait voir un peu quels sont les facteurs donc, qui causent l'insécurité alimentaire au Tchad. Donc là, on va commencer comme tous les pays, ce que subissent d'abord tous les pays du monde, et particulièrement en Afrique et chez nous. Il faut d'abord parler de changement climatique. Par changement climatique, on peut déjà voir les sécheresses qui peuvent compromettre les chances de réussite de la production agricole. Il faut aussi parler des inondations, parce que d'une année à une autre, on peut arriver à une situation de sécheresse ou bien d'inondation. Oui. Donc tout cela peut affecter lourdement les productions agricoles. Et chez nous, les productions agricoles sont aléatoires parce qu'elles dépendent exclusivement des aléas climatiques, donc de l'eau, des pluies. Vous voyez, donc les productions agricoles ne sont pas sécurisées. Quand on a de l'eau, on produit bien, Oui. et quand on n'a pas de l'eau, on produit mal, et quand on a de l'eau en excès, on produit mal également. Donc voyez-vous, donc la situation de l'insécurité alimentaire, elle peut arriver à tout moment. Donc ça, c'est un premier aspect. Le second aspect également, il faut parler de l'augmentation de la population. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 16 millions. Donc les terres agricoles diminuent. Et ensuite, il y a aussi beaucoup d'augmentation des animaux. Nous parlons aujourd'hui de 120 millions de têtes d'animaux, toutes espèces confondues. Donc à cela, il faut voir, ces animaux doivent manger. Donc occupent également la terre. Donc la question d'aliments devient cruciale et pour les hommes et pour les animaux. Donc là, il faut voir dans ce sens. Ensuite, il faut voir également le problème foncier. C'est pas donné à n'importe qui d'avoir des terres agricoles où il peut facilement exploiter. Les terres qu'exploitent nos producteurs en ce moment ont à peu près une taille de 1,5 hectare à 2. C'est rare qu'un producteur ait plus de 10, de 20 hectares où il peut facilement exploiter. Donc il y a des questions donc, de terre qu'il faudrait voir. Donc cette situation peut également compromettre les chances de produire abondamment. Ensuite, nos technologies sont rudimentaires jusque-là. Nous produisons, mais avec une très faible productivité. Donc ce que nous récoltons, c'est vraiment pas à la hauteur
comme ce que perçoivent ou bien récoltent les pays développés dans leur production. Vous voyez, aujourd'hui, les rendements, par exemple, pour le mil, pour le sorgho, pour ne citer que ces espèces qui sont cultivées abondamment au Tchad, les rendements sont très faibles. Pourquoi? Parce que les technologies sont rudimentaires, parce que nous n'utilisons pas assez des intrants, à commencer par les semences, à commencer par les engrais et autres. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont ces facteurs qui font que les productions qu'on arrive à obtenir au Tchad ne sont pas à la hauteur, ne peuvent pas donc subvenir aux besoins de ce qu'on attend pour nourrir la population. Et ajouté à cela, nous avons un problème crucial qu'on vit chaque année, c'est le conflit agriculteur-éleveur également. Oui, c'est un problème réel qui existe. Donc aujourd'hui, c'est pas donné à n'importe quel producteur d'aller plus loin, faire un champ, au risque de faire manger donc tout son champ par les animaux. Donc je vous ai dit, il y a le nombre des animaux qui a crucialement augmenté. Exact. Donc ça fait que ça affecte les productions agricoles également. D'accord. Au vu de tous ces points que vous avez énumérés, comment relever les défis pour pouvoir aider la population à subvenir vraiment à ses besoins alimentaires? Bien, à tout problème, il existe des solutions. Donc aujourd'hui, je crois que le gouvernement du Tchad est conscient de toutes ces difficultés. Donc la politique est au rendez-vous. Il y a des projets qui ont vu le jour pour justement essayer de faire adapter les producteurs par rapport à ces difficultés qui existent. Donc il y a également, l'État a créé par exemple des structures comme l'ONASA, voilà, donc qui font de stock de sécurité alimentaire. En cas de difficulté, ces stocks peuvent servir donc à nourrir la population. Donc c'est un problème donc politique, mais c'est également un problème technique. Il faudrait vraiment que l'on investisse donc dans l'agriculture. Aujourd'hui, on n'a pas du tout atteint les normes dictées par l'Union africaine dans l'ensemble des pays africains qui demandent à ce que chaque État puisse mettre 10% du budget national pour développer l'agriculture. Et jusque-là, je crois que par rapport à notre budget, nous sommes très loin de 10% pour justement stimuler les productions agricoles. Il y a encore beaucoup d'autres difficultés. Il faudrait vraiment que les producteurs aient accès aux intrants. Donc là, j'entends par intrants, par exemple, les semences, les semences améliorées. On parle de changement climatique. Ce ne sont pas les anciennes semences qu'utilisaient nos parents, mais c'est des semences maintenant adaptées au changement climatique, donc des semences à cycle court, des semences qui produisent abondamment lorsqu'on les met en place, des semences adaptées à notre environnement socio-économique. Donc ça, il faudrait qu'on les développe. Et ça coûte cher, mais il faudrait que ce n'est pas impossible. L'État peut développer cela. Ensuite, il y a les engrais. Aujourd'hui, on n'a pas des opérateurs économiques qui s'intéressent donc à faire ces affaires-là. Il faudrait susciter. Donc on ne peut pas se lever comme ça et dire je veux produire parce que j'ai telle ou telle disponibilité en engrais au Tchad. Il n'y a pas de boutique d'intrants. Par contre, quand vous allez au Cameroun à côté, quand vous allez au Nigeria, vous avez des boutiques des intrants. Vous avez les matériels agricoles. Donc on peut facilement acheter. Aujourd'hui, l'État a fait un effort pour mettre à la disposition des producteurs beaucoup de tracteurs, des outils aratoires. C'est déjà bon, mais ça manque. Ensuite, le problème important qui peut être également, qui peut amener à résoudre l'épineuse question de la sécurité alimentaire, c'est mettre à la disposition de l'eau pour pouvoir produire. Donc je parle de l'irrigation. Vous voyez, je disais tantôt que
notre production est aléatoire parce qu'elle dépend des pluies. Les pluies peuvent venir comme ne pas venir, mais si jamais on développe l'irrigation agricole, vous voyez, partout, si on arrive à produire par la maîtrise totale de l'eau, on va produire sainement. Donc même si l'eau ne vient pas, on ouvre les vannes, on irrigue et on a notre production agricole. Donc ça aussi, c'est des choses que l'État peut faire. L'État a commencé à faire, l'État a aménagé, a fait beaucoup d'aménagements de périmètre. Malheureusement, ça ne suit pas ça. Donc il faudrait vraiment aller dans ce sens-là. D'accord. Parlons de l'irrigation. Je vais vous inviter à suivre un élément qui va nous amener à Walia, où on va rencontrer une association de femmes qui excelle dans la culture maraîchère. Après, on va revenir sur ce plateau pour continuer notre sujet. Nous sommes à Walia, dans le 9e arrondissement. À quelques encablures du goudron, se dresse un immense champ abritant le site C du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire et des besoins nutritionnels à travers des soutiens aux moyens d'existence des ménages vulnérables urbains et périurbains de la ville d'Indiamena. Lancé en juin 2020 par l'Association des femmes techniciennes du Tchad, grâce au soutien de l'ambassade de France à travers PISCA, entendez par là projet innovant des sociétés civiles et coalition des acteurs, et inscrit sur une période de 6 mois, ces projets est réparti sur 3 sites, dont 2 à Ndou, où l'on cultive le riz, et celui de Walia, abritant les céleris. Malgré les innombrables difficultés rencontrées, le projet fait son bonhomme de chemin. Durant la saison pluvieuse de l'année précédente, le site de Walia, par exemple, a perdu 80% de sa superficie, englouti par les eaux des pluies. Sa promotrice, Mariam Denendigim, nous situe sur le choix des ménages bénéficiaires et les difficultés auxquelles elles font face. En tant que femme, et surtout avec le Covid-19, j'ai vu que les femmes sont les plus touchées. Et pourquoi nous on avait choisi de travailler avec les femmes qui font l'agriculture, tout simplement parce que à un moment donné, elles vont au marché avec leurs denrées et ils n'arrivent pas à vendre ça. Parce qu'avec le confinement, c'est une perte pour eux. Et ces femmes-là travaillent d'arrache-pied du 1er au 30 au 1er, sans toutefois également avoir des rendements vraiment à 100% positifs. Pourquoi? Parce que elles ne savent pas que c'est une entreprise qu'elles détiennent. Or, c'est avec ça qu'elles viennent également en appui à leur famille. Et on est venu vers eux, ça nous a permis de les montrer et comment faire pour vraiment appuyer la famille et en même temps peut-être économiser et développer ces petites entreprises qu'elles sont en train d'exercer depuis longtemps. On a commencé en juin et du coup, l'inondation est arrivée. Et l'année 2020, l'inondation a été vraiment... ça a débordé les limites. Donc, vous voyez là où nous étions, on avait vraiment investi et l'eau a englouti tout. L'eau a englouti tout, donc ça nous a poussé à beaucoup réfléchir et avec les bailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour peut-être après, comme c'est pour un temps, après l'autre là, que l'eau reparte, comment on va faire pour les relancer? Malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, Mariam Denendigim ne compte pas s'arrêter là. Quelques bénéficiaires apprécient le projet à sa juste valeur et invitent les autres femmes à ne pas baisser les bras. Le jardin m'a aidé beaucoup. Il m'a donné beaucoup de choses. Quand je fais le jardin comme ça, là, je trouve beaucoup d'argent. Si jamais au marché, là, je trouve d'argent, ça m'aide, ça m'arrange beaucoup. C'est pas bon de rester causer les bras, attendre ton mari. Si tu débrouilles aussi, si tu trouves là, c'est bon pour... Tu vas aider ton mari aussi. Si là en a, il te donne aussi. Si tu cherches aussi, là, ça va vous aider dans votre maison.
Le jardin m'a apporté beaucoup de choses et c'est avec ça que je nourris ma famille. Si j'ai d'autres besoins familiaux, ça m'aide à les réaliser. Je demande aux femmes qui sont à la maison et qui attendent tout de leur mari que ce n'est pas bon. Si tu es en bonne santé, mieux vaut travailler pour aider ton mari que de rester à ne rien faire. Abdoulaye Mohamed Garba, le propriétaire de ce terrain qui abrite le projet du site C, situe les raisons pour lesquelles il a légué sa terre au bénéfice de ces femmes afin de faire développer leurs activités de maraîchage. Il exhorte par ailleurs les autres femmes à emboîter leur part. Entre-temps, les femmes ne travaillent pas le jardinage. Et après un moment, elles se sont descendues, elles viennent chercher la place pour faire le jardin. Et vous savez que, comme l'adage dit, la terre appartient aux premiers occupants. Moi, je suis là. Mon père était là depuis 1955 dans ce quartier-là. Et nous, on a hérité de notre père. Entre-temps, le papa, lui, il donnait aux hommes. Et maintenant, comme les femmes viennent, il faut aussi les aider à travailler sans refouler une personne. Notons que ce projet a formé 50 ménages à court terme, mais son objectif est d'en faire bénéficier 300 ménages à long terme. Nous venons là de suivre cet élément. Quelles sont vos impressions par rapport à ce groupement de femmes? Oui, je suis vraiment impressionné positivement parce que là, on parle déjà d'entreprise agricole. Ouais. Vous voyez, quand on a son entreprise, déjà, on peut vivre avec grâce à son entreprise. Exactement. Donc, moi, je voudrais vraiment exhorter ces femmes et puis également les jeunes à faire de l'agriculture une profession. Parce que c'est une activité qui peut générer des ressources. Absolument. Et grâce à ces ressources, on peut vivre décemment. Donc ça, c'est vraiment la grande leçon que je tire après avoir regardé ce documentaire. Vraiment, c'est très important. Et c'est des braves femmes. Malheureusement, je crois qu'il faudrait qu'on les appuie. Qu'on les appuie sur le plan de formation. Voilà, plan de formation, parce que là, elles se sont jetées, mais il n'y a pas d'encadrement. Je n'ai pas vu un seul encadreur là, comment les orienter, comment faire, parce que j'ai vu également beaucoup d'espèces végétales. J'ai vu le gombo, j'ai vu les oignons, l'ail, un peu partout. Donc tout ça, ça demande des technologies pour pouvoir mettre en place et puis mieux gagner. C'est vraiment un bon projet à encourager et je crois que l'autre problème qui se pose, que j'ai noté, c'est le problème foncier. Exactement. Vous voyez le problème foncier, l'autre dit que c'est leur terre. On a évoqué ça au début. Donc la terre appartient aux premiers occupants. Il a raison. Donc ils font traiter, ils font sous-louer ces terres à ces braves femmes qui, après avoir travaillé, leur versent quelque chose. Vous voyez ça aussi, avec le temps, ce qui est sûr, la terre va s'appauvrir. La terre également est un être vivant. Exact. Donc il va falloir l'amender. Et tout ça, c'est des technologies qu'il faudrait vraiment générer là pour pouvoir garder la fertilité du sol chaque année. Et donc les amener à comprendre comment garder cette fertilité du sol. C'est un très bon documentaire qui peut vraiment aider à aller de l'avant. D'accord. On parle de l'insécurité alimentaire, mais de nos jours, on se rend compte que nos villages se vident, les bras valides quittent les villages. Est-ce que cela ne peut pas être également l'un des facteurs pour aggraver la situation? Oui, l'exode rural a toujours existé. Donc les villages se vident, les jeunes vont à la recherche de gains faciles. Mais je crois qu'il faudrait aussi créer des projets ou des activités qui peuvent maintenir les jeunes au village. Parce qu'ils viennent en ville, parfois ils rencontrent beaucoup de difficultés, donc notamment les maladies, et jusqu'à les morts peuvent arriver. Or, s'ils restent à la maison et qu'ils, dans leur village, et qu'ils travaillent la terre décemment, comme activité professionnelle, ils peuvent s'en sortir. Et donc ça, comment les maintenir? C'est de créer des activités qui peuvent justement les amener. Il n'y a pas que l'agriculture,
il y a la menuiserie, il y a beaucoup de choses qu'on peut créer où les jeunes peuvent vraiment gagner facilement leur vie avec ces-là. D'accord. Ouais. Mais est-ce que le paysan tchadien est mieux outillé pour pouvoir choisir les variétés qui correspondent à sa terre ou bien à la saison, pour pouvoir rendre vraiment rentable ce qu'il fait? Bon, ça c'est une bonne question si vous commencez. Au nord, où c'est l'agriculture oasienne, il faut trouver des semences améliorées. On a beaucoup de types d'agriculture au Tchad. On a l'agriculture oasienne. Dans les oasis, les gens produisent. On a ce qu'on appelle l'agriculture de décrue. Par exemple, le berbéré, oui, vous avez l'agriculture pluviale, vous avez les cultures de rente. Donc tout ça, il faudrait que les gens aient accès à des semences par rapport à ce type d'activité-là. Donc aujourd'hui, ces semences existent, mais elles coûtent un peu plus cher. Donc il faudrait que l'accès à ces semences puisse être réel. Voilà, ça c'est possible de le faire. Voilà. D'accord. Mais est-ce que au Tchad, d'une manière globale, est-ce que le déficit agricole est seulement lié aux eaux de pluie? Non, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la pauvreté des sols. Vous voyez, les sols commencent déjà pendant des millénaires. Nos parents, nos grands-parents ont cultivé sur le même sol. Mais si on n'amende pas le sol s'appauvrit et ne produit plus. Donc même si vous voulez apporter, vous cultivez là-dessus, la production va baisser. Donc il va falloir l'amender. L'amender, c'est-à-dire apporter des éléments nutritifs par les composts, par les matières organiques, par les engrais chimiques. Donc ça, c'est possible de le faire. Mais il faudrait vraiment mettre l'accent sur la formation. Il faudrait que les gens comprennent que la terre est nourricière, mais il va falloir aussi la nourrir. Donc elle donne, mais il faut aussi la donner pour qu'elle puisse continuer à nourrir les hommes. D'accord. À ce sujet, nous sommes allés à la rencontre d'un environnementaliste qui va nous donner plus de précisions encore sur ce que vous venez d'évoquer. L'un des défis que doit relever le secteur agricole consiste à nourrir la population en expansion. Et pour cela, il faut produire plus. D'où l'utilisation de l'agriculture intensive. Et qui dit agriculture intensive, ça consiste à employer les gros moyens, qui sont entre autres les fertilisants, les pesticides, les herbicides. Or, ces éléments polluent l'air, polluent le sol et polluent l'eau. Donc, pour protéger l'environnement, il faut faire une culture responsable, tout en pensant à léguer un environnement sain à la génération future. Il faut valoriser la culture bio, qui nécessite seulement l'emploi des engrais bio qui ne sont pas difficiles à trouver et qui ne sont pas chers aussi. Même sur place, on peut les avoir. Docteur, êtes-vous d'avis avec notre environnementaliste? Je crois qu'il y a certaines choses qui sont correctes, mais quand on veut faire de l'agriculture intensive, on ne peut pas s'empêcher d'amender le sol avec les insecticides, avec les herbicides, avec les produits chimiques. Parce que c'est grâce aux produits chimiques, par exemple, qui peuvent lutter contre les mauvaises herbes. Exact. En riziculture, aujourd'hui, le problème crucial, c'est les mauvaises herbes. Tant que vous n'utilisez pas les herbicides, ça va vous demander des main-d'œuvre importantes. Vous, en tant qu'expert en développement rural, que conseillerez-vous aux jeunes en matière d'agriculture? C'est une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à dire qu'il n'y a pas d'activité, qu'il y a des chômeurs.
Parce que la terre existe. Et la terre ne reçoit n'importe qui. Donc il suffit que l'État peut-être mette un certain moyen à la disposition des jeunes. Ceux qui veulent vraiment embrasser l'agriculture, comme partout, si l'État arrive à voter un budget conséquent pour encourager les jeunes à embrasser cette carrière professionnelle, c'est-à-dire l'agriculture avec grand A, c'est-à-dire l'élevage et l'agriculture végétale. Donc vous voyez, si quelqu'un veut faire de l'élevage, on peut l'encourager au début avec des moyens conséquents. Et ça se fait partout et ça a été une réussite, par exemple, au Maroc, ça a été une réussite en Tunisie, parce que l'État encourage les jeunes à s'installer. Donc aujourd'hui, je conseillerais aux jeunes de voir l'agriculture comme une profession, comme une activité professionnelle. Ils peuvent, tout jeune, avec un certain bagage, peut être amené à s'installer dans son terroir et faire de l'agriculture son activité. Et il peut très bien réussir avec les moyens maintenant qui existent partout, avec l'Internet, on peut tout apprendre. Donc, vous voyez, on peut facilement développer. Et il faudrait que l'État vraiment accompagne ces jeunes. Il y a la banque agricole déjà qui existe chez nous. Et il faudrait vraiment rendre opérationnelle cette banque pour pouvoir donc faire décoller réellement l'agriculture. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Le dernier mot, c'est vraiment... je crois que le Tchad a beaucoup de potentialités, vous les avez citées au départ. Donc on ne doit pas parler d'insécurité alimentaire chez nous. Nous avons des vastes plaines pour pouvoir faire de l'agriculture. Nous avons d'énormes têtes d'animaux et on peut faire de l'élevage moderne. Donc aujourd'hui, je crois que c'est parler de l'insécurité alimentaire, c'est pas du tout normal chez nous. On a le soleil, on a l'eau, tout est là pour pouvoir produire. Mesdames, Messieurs, ce fut un réel plaisir d'être en votre compagnie. Nous avions reçu sur ce plateau Dr Alarangaye Mundjibaye. Il est expert en développement rural. Il nous a aidé à nous entretenir sur la sécurité alimentaire au Tchad. Gardez vos positions, car le meilleur reste à venir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.